d'agression sexuelle. Regardez le reportage d'Edouard Dropsy, Sarah Sisman et Tristan. Tout de suite, notre focus. Nous partons en Centrafrique où le conflit de 2013 se fait encore durement sentir, notamment à Batangafo, un camp oublié de 27 000 déplacés. Là-bas, une communauté en particulier se bat pour sa survie, celle des femmes musulmanes ou chrétiennes. Elles sont sous la menace permanente d'agression sexuelle. Regardez le reportage d'Edouard Dropsy, Sarah Sisman et Tristan Lepay. À l'horizon, un bout de Centrafrique, perdu dans le nord du pays. C'est un camp livré à lui-même, qui vit un drame humanitaire. Sous ces huttes, près de 27 000 personnes, dans l'une des zones les plus dangereuses, à la frontière du Tchad et du Soudan. Dans cette bataille du quotidien, à Batangafo, des femmes comme Laurentine. Elle a fui les Séléka, la rébellion à dominante musulmane qui sévit encore, et fait survivre sa famille, avec son petit commerce. Ce que je gagne en ce moment, ça me permet juste de manger. Je n'ai pas de quoi reconstruire ma maison. Je dois aussi acheter les fournitures scolaires à mes enfants pour qu'ils puissent étudier. Le combat de ces femmes, trouver de l'argent. Alors elles ont imaginé un système de tontine, une forme de coopérative d'épargnants. Dans l'adversité, ces femmes, chrétiennes et musulmanes, se serrent les coudes. Chaque semaine, elles cotisent un petit montant, puis 5 d'entre elles reçoivent 10 000 francs, 15 €. Un système basé sur la confiance et la solidarité. On a créé cette association parce que les femmes n'ont pas de travail et pas d'argent. Beaucoup de femmes n'ont pas de moyens car elles ont souvent perdu leur mari ou ont été violées. Le viol, cauchemar permanent de ces rescapés, ce qui vient hanter leur nuit. Beaucoup continuent à le subir, comme Hermine. La jeune fille est comme assignée à résidence dans ce camp. J'ai croisé des hommes armés, ils m'ont demandé si j'étais musulmane. Si j'avais été chrétienne, ils m'auraient tuée. Mais là, ils m'ont dit qu'il fallait juste que je couche avec eux. Pour aider ces femmes à se protéger, l'un des points d'intervention pour les humanitaires encore présents, c'est la construction de latrines. Ça, ce sont des latrines qui ont été construites par Oxfam et avec un peu de sensibilisation au niveau de la communauté, on a pu avoir des bénévoles hygiénistes qui se réveillent, donc ils font des nettoyages 2 fois par jour. Le fait de pouvoir emprunter ces toilettes à l'intérieur du camp réduirait le nombre de viols. Alors si quelqu'un par exemple doit faire des distances avec tous les cas de viol qu'on a pu constater ici, si quelqu'un, surtout les petites filles ou bien des femmes qui vont dans des endroits éloignés de leur habitation, on remarque qu'ils subissent des agressions. Parfois, ça peut être des agressions sexuelles aussi. Mais cela ne suffit pas, car ces femmes sont obligées de sortir pour aller chercher de l'eau, des kilomètres à parcourir dans la brousse, avant d'arriver à un point d'eau croupi. Un endroit extrêmement dangereux pour elles. Dans le quartier Baga, il n'y a pas assez d'eau. Du coup, je vais à la source. Un jour, je suis partie chercher de l'eau. J'ai croisé des hommes armés qui m'ont prise de force pour me violer. J'étais avec mon petit frère qui a pris la fuite. S'il avait été attrapé, il l'aurait tué. Impunité générale, loi de la jungle, où les femmes sont des proies pour les groupes armés. À Batangafo, pas de justice, ou si peu. La seule autorité, la voici. Un homme, le sous-préfet du district, chargé de faire régner l'ordre. Déposer plainte contre ces 3 messieurs. Et voilà à quoi ressemble le tribunal, installé dans une ancienne école de la ville. Vous savez, je suis la seule autorité de la place. Pour résoudre certains problèmes, je suis obligé de me substituer au juge, au président du tribunal, pour traiter des affaires de conciliation. Et même, il y a des fois des affaires de crime. Le site déplacé est devenu un site invivable où il y a des groupes armés. Et ils sont nombreux, ils sont en armes.
Et ça fait que le site ne répond plus aux critères d'un refuge pour les déplacés. Pour ces quelques 30 000 d'années, la guerre est donc loin d'être terminée, spécialement pour les femmes de Batangafo. J'accueille maintenant mon invité Thierry Vercoulon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut des Relations Internationales, vous êtes spécialiste de l'Afrique. D'abord, pourquoi est-ce qu'un an après l'arrivée au pouvoir du président Touadéra, il y a encore des dizaines de milliers de déplacés en Centrafrique ? Votre reportage montre bien en effet que le conflit continue, il ne s'est pas arrêté, en fait il s'est déplacé. Avec le départ de la Séléka de l'ouest du pays et de la capitale de Bangui, ils se sont repliés en fait sur une bande du pays qui va du nord-ouest au sud-est et qui représente grosso modo la moitié du pays. Donc c'est considérable et dans cet espace où les groupes armés se sont sanctuarisés en fait, ils s'affrontent et dans la zone dont vous parlez, Batangafo, qui est le centre et le nord du pays, en fait entre septembre de l'année dernière jusqu'à février 2017, il y a eu environ 100 000 déplacés dus à ces combats. Est-ce que ce sont des régions où l'administration centrale centrafricaine est totalement absente ? Oui. Et d'ailleurs, l'interview du sous-préfet explique très bien les choses. En fait, même avant la crise, l'administration centrafricaine avait déjà abandonné les zones rurales. Elle était limitée en fait aux villes de province. Et avec la crise, à partir de 2013, en fait, elle s'est complètement repliée sur Bangui. Donc actuellement, il y a une stratégie de redéploiement des fonctionnaires centrafricains, mais c'est un redéploiement qui se fait sans moyens financiers, sans moyens de fonctionner. Et donc on voit la situation de ce sous-préfet qui est grosso modo tout seul à Batangafo. Et c'est la situation que vous trouvez dans la plupart des villes de province centrafricaines. Et donc il y a un redéploiement en fait de l'administration, mais dans le vide. Et on met en fait un peu la charrue avant les bœufs, parce qu'il faudrait d'abord réformer cette administration avant de la redéployer sur le terrain. Vous parliez du manque de moyens. La semaine dernière, l'ONU a lancé un appel d'urgence à l'aide internationale pour la Centrafrique. Ça veut dire que le pays ne peut pas s'en sortir sans perfusion internationale aujourd'hui ? Le pays est complètement sous perfusion internationale. D'une part, les chiffres de l'ONU, de l'agence humanitaire de l'ONU, c'est qu'il y a à peu près la moitié de la population centrafricaine qui a besoin d'aide humanitaire pour survivre. On est grosso modo à un peu moins d'1 million de réfugiés et de déplacés. Et donc, en fait, les chiffres humanitaires n'ont pas bougé par rapport à grosso modo 2015. Donc, en 2 ans, la situation humanitaire ne s'est pas améliorée. Mais par contre, ce qui s'est détérioré, ce sont les financements humanitaires, justement. L'année dernière, le plan de réponse humanitaire a été financé seulement à 37%. C'est-à-dire que c'est un conflit oublié aujourd'hui, la Centrafrique ? Oui, c'est un conflit largement oublié, parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres priorités. Et les élections donnent toujours un peu bonne conscience. On dit voilà, on a fait les élections, donc tout est réglé. Or, les élections, ne donnent pas, créent un gouvernement légitime, mais ne donnent pas à ce gouvernement les moyens de fonctionner. Et surtout, ils ne créent pas forcément un gouvernement compétent. Pourtant, il y a des richesses en Centrafrique, je pense notamment au commerce du diamant. Il y a toujours un embargo partiel sur les exportations de diamants. C'est un vrai préjudice aujourd'hui pour le développement du pays ? Non, c'est pas un préjudice. Je dirais que c'est pas un préjudice parce que même avant la crise, le diamant n'était pas un secteur qui permettait le développement et qui contribuait à la croissance de l'économie centrafricaine. En fait, c'est surtout un secteur qui était affecté par une très forte contrebande, déjà avant la crise et maintenant avec cette crise encore plus. Et par conséquent, dans la contribution au budget de l'État n'était pas très importante et qui malheureusement, et même quand cette contribution se faisait, ces fonds étaient très souvent détournés par les gens qui étaient au pouvoir. On connaît bien l'histoire de Bokassa et malheureusement, il y a une vraie tradition, si je puis dire, au plus haut sommet de l'État, de détournement de la rente des diamants. Donc là, c'est des groupes armés qui gèrent ce commerce ? Alors actuellement, alors ça dépend des zones du pays, mais en effet, les ressources naturelles dans la partie du pays qui est sous contrôle des groupes armés échappent complètement à l'État et donc est commercée par des groupes armés pour simplifier un peu la situation. Par contre, dans la partie ouest du pays, qui est en fait la plus grande zone diamantifère, là, et c'est là que l'embargo a été levé, l'essentiel du
du commerce fait par la contrebande avec le Cameroun. Et donc là, cette contrebande est faite en fait par des contrebandiers, des commerçants informels, etc., qui vont acheter à la frontière les diamants qui sont emmenés en fait par les creuseurs centrafricains à la frontière. Donc c'est un commerce qui est complètement informel et illégal à l'heure actuelle. En conclusion, quel bilan on peut tirer de cette première année au pouvoir pour le président Touadéra ? Là aussi, je crois que votre reportage montre bien les choses. On est dans une situation où le conflit n'est pas terminé, mais il s'est déplacé. La situation sécuritaire s'est normalisée dans la capitale, mais pas dans une bonne partie des provinces du pays. Et en fait, on est face à un blocage qui est le blocage du processus de DDR, de démobilisation des groupes armés. Récemment, le 21 avril, il y a eu une réunion rassemblant les 15 groupes armés à Bangui pour commencer à négocier sur ce DDR. Le problème, c'est qu'on voit bien que le processus est très lent puisqu'un premier accord avait déjà été signé avec eux en 2015. Or, de 2015 à 2017, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2015, il y avait 10 groupes armés. Maintenant, il y en a 15. C'est-à-dire qu'avec le temps qui passe, ils se multiplient et ça complique la négociation. Et en plus, ils ont des exigences qui sont très très éloignées des positions du gouvernement parce qu'ils demandent à être intégrés ou avoir des postes au gouvernement, avoir des postes dans l'armée et surtout à avoir l'amnistie pour toutes les bonnes actions qu'ils ont commises depuis 2013. Merci beaucoup Thierry Vercoulen d'être venu nous éclairer sur la situation actuellement en Centrafrique.